Donc, bonjour tout le monde. Donc, on va aborder notre chapitre de radiologie, sémiologie radiologique du tube digestif. Donc, comme titre du cours, exploration radiologique du tube digestif et valeurs sémiologiques de l'ASP. Donc, par définition, c'est quoi l'ASP? ASP, abdomen sans préparation. Par définition, c'est une radiographie de la cavité abdominale sans aucune préparation, comme son nom l'indique, abdomen sans préparation. Qui dit préparation, dit sans préparation digestive, c'est-à-dire sans évacuation digestive, sans lavage et sans l'ingestion d'un produit de contraste. Donc c'est un examen riche en renseignements. C'est un examen qui est réalisé généralement en position debout ou couché, de face. Des incidences particulières, donc, comme les incidences obliques et de profil, sont des fois indiquées. Donc, techniquement, l'abdomen sans préparation se réalise en position debout ou couché de face, vessie vide et en apnée. En apnée, on demande au patient d'arrêter la respiration, c'est pour diminuer ou pour limiter le flux cinétique. D'accord? Les critères de réussite. Qui dit critères de réussite, dit critères de bonne qualité d'une radiographie ASP. Donc on a vu auparavant les critères de qualité, de bonne qualité d'une radiographie du thorax. Et pour l'ASP, on a des critères de bonne qualité ou des critères de réussite. Donc les critères sont une bonne visibilité des coupoles diaphragmatiques et la visibilité du bord inférieur de la symphyse pubienne. Donc, l'abdomen sans préparation doit comprendre des coupoles diaphragmatiques au bord inférieur de la symphyse pubienne, avec une bonne pénétration. La pénétration, c'est la dose de rayon X utilisée pour explorer la corpulence, par exemple, du patient. Une bonne pénétration permet de visualiser les bords externes du psoas et une bonne visualisation des organes pleins, à savoir le foie, les reins et la rate. Parmi les critères de bonne qualité aussi, pas de flux cinétique. C'est pour ça qu'on demande aux patients de faire l'apnée, d'arrêter la respiration pendant le temps d'exposition au rayon X. Le flux cinétique est jugé sur la clarté gazeuse. Donc, il n'y a pas de flou sur l'image. Donc, des techniques supplémentaires ou complémentaires peuvent être surajoutées. Par exemple, pour l'exploration des pôles supérieurs des reins. Donc, on peut faire un ASP en inspiration profonde. Donc, on demande aux patients de faire une inspiration profonde et de bloquer la respiration pour pouvoir explorer les deux pôles supérieurs des reins. Des clichés avec des compressions. Des compressions, c'est-à-dire on a à la salle de la radiographie, on a ce qu'on appelle le palpateur externe. Le palpateur externe, c'est sous forme d'un ballonnet. Donc à l'aide de qui on fait une compression de l'abdomen pour dégager certaines régions anatomiques. Par exemple, pour dégager le cadre duodénal, on fait une compression au niveau de l'épigastre. Pour dégager, par exemple, la jonction ilio-cécale, on fait une compression au niveau de la fosse iliaque droite. C'est pour dégager les structures digestives et pour mieux visualiser la structure anatomique. Donc, il y en a certaines incidences complémentaires. Donc, on a l'incidence de face, couché ou debout, c'est l'incidence idéale pour l'ASP.
ou l'incidence de référence de l'ASP. Des fois, on est amené à faire d'autres incidences, les incidences obliques ou les incidences de profil. Donc, par exemple, si vous avez une classification en projection, par exemple, on va voir par la suite quelques exemples. Une classification basi-hépatique. Est-ce que c'est une classification hépatique ou vésiculaire ou rénale? Donc, pour mieux localiser la classification sur le plan sagittal, donc on fait ce qu'on appelle des incidences complémentaires, à savoir les profils et les obliques. On peut être amené à faire des clichés vésiculaires pour l'analyse du contenu vésical. C'est beaucoup plus à la recherche des lithiases intravésicales. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà un cliché d'abdomen sans préparation. Les critères de bonne qualité, donc la bonne visibilité des coupoles diaphragmatiques et le bord inférieur de la symphyse pubienne. D'accord? Une bonne pénétration, donc avec visibilité des bords externes des psoas et une bonne visibilité des organes pleins. Donc ce sont des opacités de tonalité hydrique, opacité hépatique, splénique et rénale, de part et d'autre du rachis. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? D'accord. Donc, voici une différence entre ASP debout et ASP couché. D'accord. L'ASP debout et couché, une seule différence, c'est la répartition des clartés gazeuses. Parce qu'à l'intérieur de la cavité péritoniale, vous avez des intestins qui sont mobiles. Donc, par exemple, le côlon transverse, en position debout, avec la lourdeur des matières fécaloïdes à l'intérieur du côlon, donc le côlon va descendre. C'est pour ça que vous trouvez une clarté qui est au bas ou au milieu de l'abdomen, contrairement à un aspect couché. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, plan d'analyse d'un abdomen sans préparation. Donc, il faut toujours être méthodique en radiologie comme en médecine. Donc, vous devez avoir des points de réflexe devant un patient, une pathologie, une radiographie. Donc, vous devez avoir un plan d'analyse. Donc, pour l'ASP, donc, vous devez commencer toujours, par exemple, par le squelette. Donc, vous analysez le squelette osseux, à savoir le rachis, les corps vertébraux. Donc, vous devez savoir l'anatomie et la radioanatomie. Donc, par exemple, ici, ce sont les pédicules, l'apophyse épineuse, la hauteur des vertèbres, l'espace intervertébral. Donc, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Est-ce qu'il y a des fuseaux, par exemple, paravertébraux, en rapport avec des kystes paravertébraux, des abcès, paravertébraux? Vous analysez les sacro-iliaques, les articulations sacro-iliaques et les coxofémorales, si elles sont visibles. La symphyse pubienne, l'os iliaque et les dernières articulations costo-vertébrales, au moins la 11e et la 12e articulation. Et les côtes. D'accord? Par la suite, vous passez au psoas. L'ombre du psoas. Toute modification de l'ombre du psoas est en rapport probablement avec une pathologie du rétropéritoine, soit une collection, c'est-à-dire abcès du psoas, une masse rétropéritonéale ou autre. D'accord? Les organes pleins. Donc, vous avez des opacités de tonalité hydrique qui doivent être homogènes. Ce sont des opacités homogènes. Opacité hépatique, l'opacité splénique et les opacités rénales. Donc, ce sont des opacités de tonalité hydrique homogènes. Toute hétérogénéité par décalcification ou par des clartés est pathologique. D'accord? Les organes creux, c'est beaucoup plus l'air. La poche à air gastrique au niveau de l'estomac et la répartition de clarté gazeuse au niveau des intestins.
Les organes pelviens, pardon, c'est beaucoup plus la vessie à la recherche des lithiases intravésicales. Et par exemple, on peut explorer l'utérus si par exemple il comprend des fibromes calcifiés, par exemple, les embryons momifiés, par exemple, des grossesses extra-utérines calcifiées. Donc on peut visualiser des calcifications pelviennes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc vous devez être méthodique. Soit donc chacun a sa méthode. Soit vous analysez le squelette, puis les organes pleins, puis les organes pelviens, soit le contraire. L'essentiel, vous devez être méthodique et vous avez un plan d'analyse. Donc les aspects normaux à l'aspect, donc il y en a ce qu'on appelle les variantes anatomiques et les variantes de la normale. Puisque l'anatomie elle n'est pas la même pour tout le monde, donc on a les variantes anatomiques. Cette variante anatomique a une traduction radiologique. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le rein dromadaire, le rein gauche dromadaire, dû à l'empreinte de la rate, pardon, sur le pôle supérieur du rein. Donc, une compression ou une empreinte exercée par la rate sur le pôle supérieur du rein. La persistance de ce qu'on appelle les lobulations fœtales, parce que le rein embryonnaire, généralement, le contour du rein est lobulé. Par la suite, dès l'enfance, on a une perte des lobulations avec un contour régulier. Mais des fois, chez l'adulte, on trouve ce qu'on appelle la persistance des lobulations fœtales, donc des contours bosselés ou irréguliers. À ne pas confondre avec l'aspect d'une pyélonéphrite chronique. D'accord? Donc le malade ne doit avoir aucune histoire d'infection urinaire à répétition. Et l'aspect est lobulé, donc il est en rapport avec la persistance des lobulations fœtales. Les images pièges, par exemple, le bascule du rein, les reins mal rotés, par exemple, rein en fer à cheval, rein en L. Donc, à ne pas confondre avec un petit rein. Donc, c'est un rein mal roté ou de disposition, par exemple, ectopique. Les calcifications chondrocostales, certains médicaments radio-opaques, les calcifications ganglionnaires, à ne pas confondre avec des calcifications intraparenchymateuses. C'est pour cela on peut être amené à faire des incidences de profil ou obliques. Par exemple, si vous trouvez une calcification en projection, par exemple, épigastrique, est-ce que c'est une calcification hépatique? Est-ce qu'elle est en rapport avec une calcification chondrocostale postérieure? Donc, vous réalisez autre incidence pour différencier ou pour faire la part des choses. Les phlébolites, c'est quoi? Les phlébolites, ce sont des calcifications d'origine veineuse pelvienne. Sont beaucoup plus visualisées chez la femme. On peut les voir aussi chez l'homme. Par exemple, une image piège, vous avez ici une calcification iliaque, elle est para-iliaque interne, de la fosse iliaque droite. Donc, si vous avez pas ou si vous n'avez pas le contexte clinique, vous n'arrivez pas à faire le diagnostic. Donc, cette calcification peut être en rapport avec une lithiase urétérale, elle peut être en rapport avec des phlébolites d'origine veineuse, elle peut être en rapport avec un stercolite, comme c'est le cas, c'est une lithiase appendiculaire. D'accord? Donc, le malade vient ici dans un tableau d'appendicite aiguë, douleur aiguë de la fosse iliaque droite. Si vous réalisez un abdomen sans préparation, vous trouvez une calcification au niveau de la fosse iliaque droite, elle est en rapport probablement avec un stercolite. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Donc, cinq anomalies fondamentales à rechercher sur un ASP, un abdomen sans préparation. Donc, vous devez toujours rechercher la présence anormale d'air. Anormale, c'est-à-dire en dehors des structures digestives.
la présence d'un épanchement péritonéal liquidien, les images hydro-aériques avec un niveau, les calcifications anormales et les masses abdominales. Donc on va voir par la suite quelques exemples. Par exemple ici, vous avez ce qu'on appelle le pneumopéritoine. Le pneumopéritoine, c'est la présence de l'air à l'intérieur de la cavité péritonéale, en dehors des structures digestives. Bon. Le pneumopéritoine, généralement, il prend l'aspect d'un croissant gazeux sous les coupoles diaphragmatiques. Celui-là et celui-là. Un croissant gazeux sous les coupoles diaphragmatiques est en rapport avec un pneumopéritoine. Le pneumopéritoine est généralement secondaire à une perforation d'un organe creux. Perforation, par exemple, d'un ulcère gastrique ou ulcère duodénal. Perforation, elle va donner le passage du liquide et de l'air à l'intérieur de la cavité péritonéale. Cet air, il va prendre cette position à l'intérieur de la coupole diaphragmatique, en sous-coupole diaphragmatique, sous forme d'un croissant gazeux. Pardon? On peut les trouver sous les deux ou bien seulement sur une seule coupole. Il est mieux visualisé sur la coupole droite parce qu'à gauche, vous avez ce qu'on appelle la poche à air gastrique. Donc, des fois, vous n'arrivez pas à faire la part des choses. La part des choses, est-ce que c'est un pneumopéritoine ou c'est la poche à air gastrique? Donc, il est mieux visualisé en sus hépatique. Est-ce qu'il y a des questions? L'aérobili, c'est quoi? Aérobili. Aéro, c'est l'air. Bili, c'est l'arbre biliaire. C'est la présence de l'air à l'intérieur de l'arbre biliaire, généralement secondaire à une fistule bilio-digestive. D'accord? Ou bien secondaire à une chirurgie secondaire, par exemple, un malade qui présente un cholestase, avec les chirurgiens qui vont faire ce qu'on appelle la dérivation biliaire. Donc, ils vont remonter une anse intestinale à l'intérieur duquel va se larguer la bile. Donc, la présence d'une clarté à l'intérieur de l'opacité hépatique est en rapport probablement avec l'aérobili. D'accord? Normalement, l'opacité hépatique, elle est homogène. Donc, vous ne trouvez pas de clarté à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des questions concernant le pneumopéritoine et l'aérobili? On passe au niveau hydroaérique. Les niveaux hydroaériques sont les plus recherchés sur l'ASP. Donc actuellement, les demandes sont beaucoup plus... donc on demande plus d'ASP à la recherche de niveaux hydroaériques dans le cadre d'un syndrome occlusif. Donc le malade vient pour un syndrome occlusif, arrêt des matières et des gaz de plus de 72 heures. Il présente des vomissements. Donc on réalise l'ASP à la recherche de niveaux hydroaériques. Les niveaux hydroaériques sont en rapport avec l'occlusion intestinale. D'accord? Il y en a deux types de niveaux hydroaériques. On a les niveaux hydroaériques gréliques, dus à une occlusion sur l'intestin grêle, et les niveaux hydroaériques coliques. D'accord? Donc les niveaux hydroaériques, généralement, sont nombreuses. Donc, vous trouvez plusieurs niveaux. D'accord? Sont généralement centraux, étagés. Donc, vous trouvez des niveaux de l'hypocondre gauche jusqu'à la fosse iliaque droite. Donc, centraux, étagés, nombreuses et plus larges que haut. D'accord? Ce sont les critères des niveaux hydroaériques gréliques. Contrairement aux niveaux hydroaériques coliques, sont généralement périphériques. C'est le contraire. Donc, les gréliques sont centraux, les coliques sont périphériques, les gréliques sont nombreux, les coliques sont peu nombreux, les gréliques sont plus larges que hauts et les coliques sont plus hauts
que l'âge. Le niveau hydroaérique, c'est quoi? C'est une opacité de tonalité hydrique surmontée d'une clarté séparée par un niveau horizontal. C'est ça le niveau hydroaérique. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Oui. Hein? Les niveaux hydroaériques sont des niveaux à l'intérieur des structures digestives. Le pneumopéritoine, il est à l'intérieur de la cavité péritoniale, mais en dehors des structures digestives. D'accord? Celles-là, les niveaux sont encadrés par une paroi, sont limités par une paroi digestive, et l'autre, tellement il est libre à l'intérieur de la cavité péritoniale, vous le trouvez au-dessus de la cavité, en position debout. Dès que le malade se positionne en position debout, l'air, il va être, ou il va surmonter les structures pleines. Donc, le pneumopéritoine, il est en sous-diaphragmatique, et les niveaux sont soit périphériques, soit centraux, à l'intérieur des structures digestives. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres exemples? Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la stase stercorale. C'est quoi la stase stercorale? Donc la stase stercorale, vous la trouvez chez les patients constipés. Par exemple, chez les patients psychotiques sous-neuroleptiques qui ont une constipation chronique. Donc vous trouvez une granulité à l'intérieur du côlon, donc le long du cadre colique. D'accord? Deuxième exemple, donc vous trouvez ici une opacité de tonalité calcique, elle est en sous-hépatique. Donc pour faire la part des choses entre lithiase vésiculaire et lithiase rénale, qu'est-ce qu'on doit faire? D'autres incidences, soit les obliques ou soit un profil. Et le troisième exemple, c'est les clips chirurgicaux. Les clips utilisés, par exemple, les filtres intravasculaires ou les clips au cours des cholécystectomisés. Les malades cholécystectomisés avec des clips cholécystectomisés sous cilioscopie. Donc les chirurgiens utilisent ce qu'on appelle les clips. Ce sont des corps étrangers iatrogènes. Voilà. Autre exemple. Ici, vous avez une opacité de tonalité calcique en projection rénale gauche en rapport avec une lithiase rénale gauche. Celle-là, c'est une calcification pelvienne. Viciplaine, c'est une lithiase intravésicale. Le dernier malade, il présente, ici, je pense pas que vous arrivez à voir cet aspect. Donc, ce sont des corps étrangers chez un malade hospitalisé en psychiatrie. Donc, il a ingéré des punaises pour tentative de suicide. Donc, ce sont des corps étrangers. Donc, vous pouvez les voir par la suite sur les écrans. Un autre exemple ici, une calcification en projection rénale. Elle était en rapport avec une masse rénale partiellement calcifiée. Par exemple, ici, vous avez des calcifications des reins totalement calcifiés. On a vu ça pendant les cours d'urologie. Ce sont ce qu'on appelle le rein mastique. La tuberculose rénale. Un rein mastique, c'est un rein presque quasi totalement calcifié. Ici, vous avez une microlithiase rénale. Cet aspect est en rapport avec des calculs
vésicaux sont généralement en rapport avec une stase urinaire sur probablement hypertrophie prostatique. Vous analysez toujours le squelette. Vous avez ici un trouble de la statique type scoliose. Donc vous avez les kyphoses et les scolioses donc dans le plan coronal. Et ici une masse vasculaire. Donc à l'examen, le malade présente une masse pulsatile. Vous réalisez un ASP, vous trouvez une opacité de tonalité hydrique. Elle était en rapport avec un anévrisme de l'aorte abdominale. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ASP? Est-ce que vous avez compris les indications, qu'est-ce qu'on doit rechercher sur l'ASP, les plans d'interprétation d'un abdomen sans préparation? Les anomalies à rechercher au sein ou à l'examen de l'ASP. L'occlusion. Vous avez une question concernant l'occlusion. Donc l'occlusion, quelle question? Le niveau. Si par exemple le patient vient au bloc des urgences, il arrive au tableau d'occlusion, avec un tableau d'occlusion. Tableau d'occlusion, c'est-à-dire arrêt des matières et des gaz. D'accord? Depuis plus de 72 heures par exemple. Vous demandez directement un ASP. La demande de l'ASP, c'est à la recherche de niveau hydroaérique. Est-ce que le malade, vraiment, il est en occlusion ou pas? D'accord? La présence de niveau hydroaérique est en rapport avec l'occlusion. Il y en a certaines situations où on peut trouver des niveaux hydroaériques, comme par exemple quelqu'un qui présente des diarrhées. Donc les diarrhées peuvent donner des niveaux hydroaériques. Mais le contexte est différent. Quelqu'un qui présente des diarrhées, il n'a pas un arrêt des matières et des gaz. Donc il n'a pas un tableau d'occlusion. Donc si vous avez cliniquement un tableau d'occlusion et radiologiquement des niveaux hydroaériques, donc vous devez faire la part des choses entre niveau hydroaérique grélique ou colique pour bien localiser le niveau d'occlusion. Si les niveaux hydroaériques sont centraux, nombreuses, étagés, plus larges que haut, ce sont des niveaux hydroaériques centrales, gréliques. Si elles sont périphériques, plus hauts que larges et peu nombreuses, ce sont des niveaux hydroaériques coliques. C'est pathologique au cours le tableau d'occlusion. D'accord? En dehors du contexte d'occlusion, on peut visualiser des niveaux au cours du diarrhée, par exemple, qui n'ont pas de signification pathologique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez compris l'intérêt de l'ASP? C'est un examen que vous allez demander par la suite. On passe au tube digestif. Donc le tube digestif, c'est quoi? Qui dit tube digestif dit œsophage, estomac, cadre duodénal, intestin grêle et côlon. L'ensemble des structures, des creux, des organes creux, ne sont pas spontanément visibles sur la radiographie. On ne peut pas visualiser par exemple l'œsophage ou l'estomac. D'accord? C'est pour cela ils ont découvert des techniques d'imagerie qui permettent l'analyse des structures ou des organes creux. Donc, il y en a plein de techniques. Il y en a les techniques après opacification, on va voir par la suite le transit œsophagien c'est quoi, le transit œsogastro-duodénal c'est quoi. On a les techniques d'imagerie moderne, l'imagerie en couple, le scanner, l'IRM et l'échographie. Et on a ce qu'on appelle l'écho-endoscopie, c'est une fibroscopie munie d'une sonde échographique. Et on a par la suite les biopsies, c'est pour les certitudes diagnostiques. Donc les opacifications orales, les indications d'une opacification orale, c'est quoi? Par exemple, le patient, il fait une fibroscopie.
digestif haute. D'accord? La fibroscopie, elle est, par exemple, elle n'est pas concluante, elle est limitée, non concluante, insuffisante ou négative. C'est-à-dire, par exemple, ou bien, après, par exemple, quelqu'un qui a ingéré de l'acide, ingestion caustique ou l'eau de javel. Donc, il présente probablement des sténoses. À l'introduction de la fibroscopie ou œsophage infranchissable. Donc, on complète l'exploration par les opacifications orales. On va voir par la suite la technique d'opacification orale. Des fois, les troubles de la déglutition, les aphagie, par exemple, dysphagie, odynophagie, donc les problèmes de déglutition peuvent être des indications à l'opacification orale. Les douleurs de la poitrine d'origine digestive. Les signes digestifs, l'ensemble des signes digestifs, les épigastralgies, les pérosis, par exemple, les vomissements, les éructations, d'accord? Les saignements digestifs à type de d'hématimèse ou de méléma. Le transit, c'est quoi? C'est une technique d'imagerie qui consiste à l'utilisation ou l'opacification de l'organe creux par l'utilisation d'un produit de contraste ingéré par voie orale. Donc, on donne aux patients un produit de contraste qu'on va voir par la suite, et on demande aux patients de boire le produit de contraste et on réalise des clichés de radiographie sous contrôle scopique télévisé. C'est-à-dire, on a la scopie, donc pour voir l'onde péristaltique et le péristaltisme, et on a des radiographies, donc, ce sont des images fixes. Et la scopie, donc, c'est en temps réel. D'accord? Donc, on fait la scopie. Dès que le produit arrive, par exemple, à une région anatomique qu'on utilise, par exemple, le médecin a demandé, on fait des radiographies pour qu'il reste un document radiologique pour le patient et pour le médecin traitant. Donc la préparation, donc le transit œsophagien, c'est un examen qui nécessite une préparation. Donc le malade doit être, le jour de l'examen, doit être à jeun, depuis au moins 2 heures de jeûne, 12. Donc depuis la veille. À jeun, donc par exemple le matin, il doit être à jeun sauf condition que par exemple le malade il prend certains médicaments indispensables. Donc il prend des comprimés par exemple avec le strict minimum de l'eau. D'accord? Toujours il faut étudier le dossier du malade, c'est-à-dire antécédents médicaux et chirurgicaux. Si par exemple le patient présente ce qu'on appelle la stase gastrique, un estomac de stase, c'est-à-dire par exemple un ulcère sténosant avec estomac de stase, on réalise ce qu'on appelle des aspirations gastriques. Par la suite, on fait l'opacification. Voilà la salle de radio, des radiographies, des radiographies standards et des examens spécialisés, à savoir le transit œsogastro-duodénal, l'UCR, le transit du grêle. Donc c'est une salle munie d'un tube radiogène, d'une table basculante, d'un palpateur externe, qu'on a parlé tout à l'heure, et on utilise ce qu'on appelle le produit de contraste, la barite. Elle est appelée barite ou sulfate de barium. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Le transit, c'est quoi? Le transit œsophagien. C'est un examen radiologique spécialisé qui consiste à l'opacification de l'œsophage par l'utilisation d'un produit de contraste qui est généralement la barite, sulfate de barium. D'accord? Sulfate de barium, généralement utilisé dilué. En cas de contre-indication à la barite,
on utilise ce qu'on appelle les hydrosolubles. Les contre-indications à la barite, c'est en cas de suspicion de perforation ou en cas d'allergie à la barite. Suspicion de perforation, allergie à la barite, ce sont des contre-indications à la barite. On utilise ce qu'on appelle les hydrosolubles. Les hydrosolubles, gastrographine, Télébrix gastro ou autres. D'accord? Donc techniquement, donc l'appareil, on a vu l'appareil, la position du sujet, donc on a plusieurs positions, tout couché, debout, oblique, donc en fonction de la pathologie à étudier et en fonction de la région anatomique à étudier. Par exemple, en position Trendelenburg, par exemple, on va voir par la suite. C'est quoi la position du Trendelenburg? C'est celle-là, c'est une position déclinée, on va décliner la table en 45 degrés à la recherche d'un RGO, un reflux gastro-œsophagien. D'accord? Donc, on fait cette position et on demande au patient de déglutir. Dès qu'il déglutit, on recherche est-ce qu'il y a un reflux ou pas. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, premier réflexe à garder en esprit, le premier temps de l'examen, avant de commencer l'examen, il faut toujours demander une radiographie de thorax et un ASP. D'accord? À la recherche des signes de perforation. Si par exemple le contexte de l'ingestion de caustique, donc vous devez s'assurer que le patient n'a pas de perforation. Sinon, c'est une contre-indication à la barite. Donc vous réalisez une radiographie de thorax, à la recherche d'un pneumomédiastin et vous réalisez un abdomen sans préparation à la recherche d'un pneumopéritoine. D'accord? Après avoir éliminé les deux complications, les deux perforations, à l'étage thoracique et à l'étage abdominal, vous pouvez par la suite réaliser l'examen. Ici, un autre exemple de pneumopéritoine, ce sont des clartés sous-diaphragmatiques, ici sous les deux coupoles diaphragmatiques. C'est une contre-indication à l'opacification par la barite. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Donc voilà le déroulement de l'opacification. Donc, on ramène le produit de contraste. Pratiquement, on donne au patient une ou deux gorgées de barite non diluée pour réaliser ce qu'on appelle la mucographie. La mucographie, on va voir par la suite c'est quoi la mucographie. Et par la suite, on va diluer la barite pour l'opacification de l'œsophage et de l'estomac. Donc on donne au patient un verre, il va boire et on va le contrôler sous scopie. Dès qu'il y en a par exemple un remplissage de l'œsophage, on fait une radiographie. On tire des rayons X pour avoir une radiographie sur l'opacification de l'œsophage. Et ainsi de suite. Pour l'estomac, le cadre duodénal et par la suite le transit du grêle. Parfois, on est amené à injecter ce qu'on appelle les modificateurs de comportement. Par exemple, quelqu'un qui présente des douleurs abdominales avec un ileus paralytique. Donc, on injecte soit le Primpiron, soit le Visceralgine. Primpiron, c'est un anti-émétique, donc c'est pour accélérer le transit. Et Visceralgine, c'est un anti-spasmodique. D'accord? Les positions et les incidences, comme on a dit tout à l'heure, c'est en fonction de la région anatomique à explorer. Donc on a les incidences de face, de profil et des obliques. Est-ce qu'il y a des questions? Donc après la réalisation, on passe à l'interprétation. Donc toujours, on doit interpréter la mucographie. La mucographie, c'est après une ou deux gorgées de barite non diluée. La mucographie, c'est l'analyse, soi-disant, entre parenthèses, de la muqueuse, du contenu, de la paroi intérieure de l'œsophage.
Donc, on a ce qu'on appelle les plis et les interplis. Donc, l'œsophage contient 2 plis et 3 interplis. Et par la suite, au remplissage, on étudie ce qu'on appelle la lumière. Est-ce qu'il y a un défaut d'opacification? Est-ce que l'opacification de l'œsophage, elle est homogène ou pas? Donc, voilà par exemple un aspect d'une mycographie. Mycographie, c'est soit le temps initial, soit à la fin de l'examen. Donc, vous pouvez analyser ce qu'on appelle les parois de l'œsophage. Donc, les parois doivent être fines et régulières, d'accord? Et vous avez les rétrécissements physiologiques. On a 3 rétrécissements physiologiques. On a ce qu'on appelle bouche de Quillian à hauteur de C6. Vous avez l'empreinte du botton aortique à hauteur de T4 ou D4. Et on a le rétrécissement physiologique au niveau de l'hiatus diaphragmatique. Donc ce sont des rétrécissements à ne pas confondre avec des rétrécissements pathologiques. Ce sont des rétrécissements physiologiques. Et par la suite, donc après le remplissage, on analyse la lumière. Est-ce que l'opacification, elle est homogène ou hétérogène? D'accord? Si vous avez une hétérogénéité, vous devez la localiser. Est-ce que c'est la portion cervicale, œsophage cervical, thoracique ou la partie abdominale? Donc on a 3 segments. Et sous la scopie, on analyse ce qu'on appelle la dynamique. Donc, on demande au patient de diglétir et on voit le péristaltisme. Est-ce que le péristaltisme est efficace ou pas? Est-ce que parce que en matière de péristaltisme, on a les ondes primaires, secondaires et tertiaires. Ce sont un peu spécialisés. L'essentiel, on analyse la progression du produit de contraste. Est-ce que le produit de contraste il progresse avec le péristaltisme œsophagien ou pas? D'accord? L'analyse du péristaltisme, c'est l'analyse fonctionnelle au cours de certains, par exemple, dysphagie ou aphagie, au cours des maladies de système. D'accord? Donc, les critères de normalité, on a dit, les bords sont nets et réguliers, et les plis, on a dit 2 plis et 3 interplis à l'intérieur de l'œsophage. Donc, les lésions organiques de l'œsophage sont dominées généralement par ce qu'on appelle les sténoses. Une sténose, c'est quoi? C'est un rétrécissement. D'accord? On a 3 types de sténoses. On a les sténoses peptiques, les sténoses caustiques et les sténoses néoplasiques. Donc, une sténose qui est excentrée irrégulière avec un angle de raccordement entre le segment sténosé et le segment sous-jacent, un angle aigu ou abrupt, et en rapport avec la malignité. Une sténose régulière, centrée avec un passage progressif entre les segments sus et sous, sténotiques, et en rapport avec la bénignité. Donc on a dit, on a 3 types de sténose. Et il faut toujours rechercher systématiquement la présence d'un RGO. Donc vous avez les sténoses peptiques, caustiques et néoplasiques. Voici un exemple de sténose peptique. Donc vous voyez ici, c'est un long rétrécissement sténosant qui est central, régulier, avec un angle de raccordement progressif. Et vous constatez ici la dilatation du segment sus-sténotique. Avec ici un défaut d'opacification, c'est une lacune qui est en rapport avec des débris alimentaires. D'accord? Cette patient, il présente généralement une dysphagie, donc avec des débris alimentaires à l'intérieur d'une portion œsophagienne qui est de plus en plus dilatée. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voyez l'intérêt de l'opacification? L'intérêt de l'opacification, c'est de rechercher les anomalies. Par exemple, ici, l'anomalie morphologique type sténose. D'accord? Sténose peptique, il est
la sténose peptique, elle est secondaire au RGO. À force le patient, il fait des reflux à répétition, il va créer une inflammation du tiers inférieur de l'œsophage et il va évoluer vers ce stade. Un autre exemple de sténose peptique avec RGO. Donc, probablement, ce patient présente une hernie hiatale. Qui dit hernie hiatale, c'est une portion gastrique qui passe à travers le hiatus œsophagien. Donc, on a deux types d'hernie hiatale. On a les hernies hiatales par glissement et par roulement. Un deuxième exemple de sténose néoplasique, vous voyez la différence entre la première sténose et la deuxième sténose. Donc celle-là, c'est une sténose irrégulière, excentrée, avec un angle de raccordement aigu. Vous voyez ici l'angle de raccordement entre le segment sain et le segment pathologique. Cet aspect est en rapport avec la malignité. C'est une sténose maligne. Probablement, c'est un cancer de l'œsophage. Les sténoses caustiques, même chose que pour les sténoses peptiques, mais ici, vous les trouvez étagées, parce que dès l'ingestion du caustique, le caustique va traverser l'ensemble des portions œsophagiennes. Une sténose, par exemple, cervicale, thoracique et abdominale. Contrairement à la sténose peptique, qui touche généralement le tiers inférieur ou le tiers distal de l'œsophage, c'est-à-dire l'œsophage abdominal. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Donc la pathologie œsophagienne est dominée par les sténoses. Mais on peut trouver ce qu'on appelle les lacunes et les images d'addition. La lacune, c'est quoi? C'est une image de soustraction, comme celle-là. Ici, vous avez une image de soustraction, c'est-à-dire un défaut d'opacification. Normalement, l'opacification, elle est homogène. Normalement, vous trouvez tout l'aspect qui est blanc. Un défaut d'opacification est en rapport avec une lacune. D'accord? Dès que vous analysez les lacunes, est-ce que c'est une lacune sessile ou pédiculée? Sessile, c'est-à-dire à large base d'implantation. Donc vous avez ou vous devez faire au moins 2 incidences, une face et un profil, pour voir la base d'implantation. Si la base d'implantation de la lacune est large, c'est une lacune sessile. Si elle est étroite, elle est pédiculée. Si la lacune elle est irrégulière, elle est en rapport avec probablement une pathologie néoplasique, cancéreuse. Les images d'addition sont au contraire, ce sont des images en plus. Soustraction c'est en moins, addition c'est en plus. Par exemple les diverticules. Diverticules, vous trouvez l'aspect de l'œsophage avec une plage homogène, avec une opacité en plus accolée à la paroi, comme celle-là. Une plage homogène avec une image d'addition. C'est une image en plus. C'est un diverticule. Donc le diverticule donne des images d'addition, les polypes donnent des images de soustraction. Est-ce qu'il y a des questions? Après avoir éliminé une pathologie pariétale ou à l'intérieur de la lumière, donc vous devez toujours rechercher les compressions extrinsèques. Des fois, le malade, par exemple, il présente des adénopathies ou une masse médiastinale qui est compressive, qui va créer une sténose, par exemple, œsophagienne. Donc, vous devez faire la part des choses entre une pathologie œsophagienne ou une pathologie extra-œsophagienne compressive. Donc, les troubles fonctionnels, sont visualisés sous la scopie. Donc, on analyse ce qu'on appelle les ondes péristaltiques.
Donc, vous avez ici, par exemple, ce qu'on appelle le méga-œsophage. Méga-œsophage, c'est un œsophage dilaté, dit œsophage en chaussette. D'accord? Méga-œsophage et méga-urétère. Les urétères, par exemple, de l'arbre urinaire. Donc, vous trouvez un urétère ou un œsophage dilaté avec une terminaison filiforme. Ici, vous avez une terminaison filiforme en queue de radis. D'accord? Cet aspect est en rapport avec un méga-œsophage. Donc, dilatation avec une terminaison en queue de radis. Est-ce qu'il y a des questions concernant la pathologie, concernant les exemples de la pathologie œsophagienne? Est-ce que vous avez compris le TO, transit œsophagien? Est-ce qu'il y a des questions? Vous posez les questions, n'importe quelle question. On passe à l'estomac et au duodénum, le transit gastro-duodénal. Même principe, mucographie, vous analysez les contours, les plis à l'intérieur de l'estomac et les contractions à la scopie. Est-ce que ce sont des contractions efficaces? Donc, est-ce qu'il y a une progression du bol alimentaire ou du produit de contraste de l'estomac vers le duodénum ou pas? Est-ce que ce sont des contractions efficaces ou non? Voici l'opacification de l'estomac. Donc, vous devez avoir un aspect ou une plage homogène, sans image de soustraction ni image d'addition, avec un bon passage entro-pylorique. D'accord? Et ici, le passage duodéno-jéjunal. Un bon passage au temps idéal. Après opacification, avec l'aspect de la poche à air gastrique, après opacification. Cette incidence, elle est en position debout. C'est pour ça que vous avez la clarté de la poche à air gastrique à gauche. Voilà l'aspect de la mucographie. Donc, on analyse ce qu'on appelle les plis gastriques. Donc, est-ce qu'ils sont des plis effacés, hypertrophiques, d'accord, réguliers, ou irréguliers, d'accord? Donc, par exemple, les plis ici sont parallèles, l'aspect normal des plis gastriques. Parce qu'on a les gastrites hypertrophiques, les gastrites atrophiques, donc avec atrophie des plis ou hypertrophie des plis. Ici, vous avez ce qu'on appelle, celle-là, c'est une image d'addition ou de soustraction. Allez. Soustraction, voilà. Donc, soustraction, c'est-à-dire une opacité en moins. D'accord? La soustraction est en rapport avec les lacunes. La lacune égale image de soustraction. Donc, c'est une lacune entropylorique. Donc, elle est sessile, donc à large base d'implantation. Les niches, c'est quoi? Ce sont les ulcérations. On a ce qu'on appelle l'ulcère gastrique. L'ulcère gastrique, donc c'est quoi? C'est un épaississement pariétal et une paroi creusée. Voilà l'aspect des niches. Donc épaississement pariétal avec ulcération, par exemple de la petite courbure. Et ici ce qu'on appelle le classique signe du le doigt qui montre la niche. Le doigt qui montre la niche, celui-là. Voilà l'aspect sur l'opacification. Donc, vous avez une image d'addition. D'accord? Une image d'addition, c'est la niche de la petite courbure, qui est en rapport avec une ulcération, un ulcère gastrique. Ulcère de la petite courbure. Donc, les plis, on a parlé. Donc, les plis, est-ce que les plis sont hypertrophiques au cours des gastriques hypertrophiques?
effacé au cours, par exemple, de la linite plastique. La linite plastique, c'est le cancer de l'estomac avec tubulisation de l'estomac avec effacement des plis. C'est la linite plastique. Elles sont désorganisées au cours des ulcères. Désorganisation et aspect irrégulier, probablement c'est un ulcère mana ou un ulcère dégénéré. Même chose pour les sténoses gastriques. Il faut localiser la sténose. Est-ce qu'il y a toujours un passage ou pas, passage gastro-duodénal, et le type de sténose. Si la sténose elle est irrégulière, excentrée, sont probablement avec un rapport avec un processus néoplasique malin. Si elle est irrégulière, généralement, ou si il est irrégulier, pardon, il est en rapport avec un ulcère. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Donc vous analysez la paroi, les bords sont nets et réguliers. Vous analysez la mucographie, c'est-à-dire les plis à l'intérieur de l'estomac. Est-ce que les plis sont parallèles et réguliers, donc qui ne sont pas ni effacés ni hypertrophiques? Et vous analysez par la suite la plage après le remplissage. Est-ce que la plage est homogène ou pas après le remplissage de l'estomac? Donc, le remplissage à la recherche des images de soustraction et des images d'addition. Donc, les autres moyens d'exploration. Donc, on a parlé de l'opacification œsophagienne et gastro-duodénale. Il y en a d'autres techniques d'imagerie qui peuvent analyser, par exemple, la paroi gastrique. Par exemple, l'échographie, elle est limitée en matière de paroi gastrique, mais on peut quand même analyser la paroi. Donc, on fait le remplissage gastrique par l'eau. Donc, on demande au patient de boire 2 verres d'eau et on mesure la paroi gastrique. Si l'épaississement est plus de 10 mm, donc c'est un épaississement pathologique. Donc, soit le patient doit compléter par une fibroscopie et des biopsies à la recherche de l'étiologie. L'échographie transœsophagienne, c'est quoi l'échographie transœsophagienne? C'est un fibroscope muni d'une sonde d'échographie. C'est quoi l'intérêt de l'écho-endoscopie? C'est pour analyser l'extension pariétale du processus. Est-ce que par exemple, si le patient présente une tumeur au stade initial, est-ce que cette tumeur elle a envahi la musculaire ou elle a dépassé la musculaire, par exemple œsophagienne? Est-ce qu'il y a une atteinte de la graisse péri-viscérale, par exemple graisse péri-œsophagienne ou graisse péri-gastrique? Donc c'est ça l'intérêt. C'est l'extension loco-régionale, locale déjà, beaucoup plus. L'écho-endoscopie. On passe au scanner et IRM. Scanner et IRM en matière de la pathologie œsogastrique. Ce sont des techniques d'imagerie récentes. Donc, ce sont l'imagerie moderne, l'imagerie en coupe. Par exemple, pour le scanner, on fait ce qu'on appelle des acquisitions volumiques avec des reconstructions multiplanaires avant et après l'injection du produit de contraste. Au scanner, on utilise le contraste. On a 2 types de contraste au scanner. On a le produit de contraste injecté en intraveineuse et on a le contraste soit avec de l'eau ou de l'air. Donc l'eau constitue un contraste sur le scanner. Donc on demande au patient d'ingérer de l'eau pour l'analyse de l'estomac, pour l'analyse par exemple de l'intestin grêle, ou par exemple on utilise ce qu'on appelle les insufflations coliques. Donc on insuffle de l'air colique pour l'analyse du côlon au cours des coloscanners.
Donc l'intérêt du scanner et de l'IRM, c'est l'analyse de la paroi. Est-ce qu'il y a un épaississement, le type de l'épaississement, l'étendue de l'épaississement, le rehaussement de l'épaississement après l'injection du produit de contraste et l'atteinte des organes de voisinage. Est-ce qu'il y a des adénopathies? Donc, par exemple, l'opacification, elle va pas vous renseigner est-ce qu'il y a ou pas des adénopathies. D'accord? Le scanner et l'IRM permet de faire le diagnostic, vous permettent de faire le diagnostic et le bilan d'extension locaux et régional. Et le scanner même à distance. Donc, vous analysez la paroi, la graisse périviscérale, les lésions des organes de voisinage et les rapports avec les structures. Est-ce que, par exemple, c'est une tumeur opérable ou pas? Par exemple, si le patient présente un cancer de l'œsophage avec envahissement, par exemple, de l'aorte, c'est pas une indication à la chirurgie. C'est pas un malade opérable. D'accord? C'est ça l'intérêt de l'imagerie. C'est de faire le bilan d'extension loco-régionale à la recherche ou pour mieux guider la conduite à tenir. Est-ce que c'est un malade candidat à la chirurgie ou seulement chimio-radiothérapie palliative, par exemple? Voilà la technique, donc on a parlé du scanner. Donc on ingère de l'eau, remplissage de l'estomac par l'eau, on fait des coupes en acquisition volumique d'épaisseur 5-80 mm et des reconstructions multiplanaires, avant et après l'injection IV de produits de contraste. Donc, bilan d'extension, c'est-à-dire loco-régional, la recherche des pathologies extrinsèques, c'est l'intérêt du scanner. Est-ce qu'il y a un processus, par exemple, médiastinal, un processus trachéal qui a comprimé, par exemple, l'œsophage, un processus pancréatique qui a envahi l'estomac. Donc, c'est pour faire la part des choses. Est-ce que c'est le point de départ, est-ce qu'il est digestif ou extra-digestif? Voilà la coupe scanographique, l'aspect de l'estomac. Malheureusement, ici, c'est un estomac vide qui n'est pas rempli. Donc, on fait le remplissage avec de l'eau et on analyse la paroi et les rapports. Par exemple, pour la graisse périviscérale, c'est quoi? Vous voyez ici l'aspect hypodense, l'aspect noir. C'est la graisse périgastrique. Est-ce qu'elle est infiltrée ou pas? Une deuxième coupe scanographique, après l'injection du produit de contraste, même aspect, donc, on analyse la paroi, la graisse, on analyse des organes de voisinage, l'aorte, par exemple la rate, le foie. Est-ce qu'il y a un envahissement ou une extension du processus tumoral? Est-ce qu'il y a des questions? IRM digestif, donc, plus de contraste, même principe que scanner. Donc, on fait le bilan d'extension loco-régionale et on recherche, par exemple, les adénopathies et l'atteinte des organes de voisinage. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Donc, on a terminé la première partie. Donc, on va continuer la prochaine fois avec l'exploration du grêle et du côlon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'intérêt de l'ASP, l'intérêt de l'opacification. C'est juste pour avoir une idée techniquement comment on réalise une opacification œsophagienne ou œsogastro-duodénale. L'intérêt du scanner, l'intérêt de l'IRM en matière de pathologie œsogastrique. Les techniques, est-ce que vous avez des questions? Techniques ou résultats attendus? Vous n'avez pas de questions. Merci de votre attention.